Londine du Crevon et son officier. 4e partie. Relations secrètes à haut risque. Catastrophe. Emma, février 1944. Après une année 1943 qui m'a tant apporté, Dieu sait ce que nous réserve 1944. Peut-être ce fameux débarquement que nous attendons depuis un bon moment et la fin de cette guerre. En attendant, les bombardements et les sabotages se poursuivent avec régularité pour le préparer. Un événement nous a tous particulièrement marqués le 21 janvier. Des bombardiers allemands se dirigeant vers l'Angleterre ont croisé des chasseurs britanniques escortant des forteresses volantes allant vers l'Allemagne. Dans la mêlée, plusieurs avions allemands sont entrés en collision. 3 s'écrasent, le premier à Montmain, le second à Ménil-Lénard et le 3e aux Authieux sous le port Saint-Ouen. Et des débris sont retrouvés à Saint-Léger-du-Bourdonny. D'autres chutes ont eu lieu à Berville-sur-Seine et du côté de Tourville-la-Rivière. Un des aviateurs en difficulté a même allégé son appareil en larguant une torpille de 2 tonnes qui est tombée rue de Grieux, secouant tout Rouen et Darnétal et faisant voltiger des tuiles et des vitres à des kilomètres à la ronde. Friedrich tient parole. Il nous a délivré des Ausweis authentiques et a même appliqué le tampon officiel sur des faux papiers. En revanche, il n'a pas pu me fournir d'autres informations susceptibles d'intéresser le groupe depuis une liste de résistants avec la date et le lieu de leur transfert. Il ne peut répéter ce genre de choses trop souvent. Moi aussi, j'ai tenu parole. J'avais dit à Thérèse que je lui présenterais mon amoureux si notre relation devenait sérieuse. Et il y a longtemps qu'elle l'est. Le courant est bien passé entre deux. Je me demande même si Thérèse n'a pas eu un coup de cœur pour lui. Quoi qu'il en soit, elle m'a juste dit qu'elle aimerait trouver le même, mais en brun, avait-elle ajouté en riant. 2 coups frappés à la porte me sortent de mes pensées. C'est justement Thérèse. Elle aussi tient sa promesse d'être là pour moi. Depuis que je lui ai annoncé ma grossesse, elle vient me voir régulièrement. « Coucou, ma belle !» s'écrie-t-elle joyeusement en me sautant au cou. « Comme tu ne travaillais pas aujourd'hui, je viens voir comment tu vas. » Eh bien, tout serait parfait s'il n'y avait pas ces maudites nausées. J'ai hâte que le 1er trimestre soit passé pour qu'elles disparaissent. Il paraît que c'est généralement le cas. J'espère bien être dans la norme. L'avantage, c'est que personne ne peut soupçonner que tu es enceinte. Tu es plus mince que jamais. Nous papotons, comme si nous ne nous étions pas vus depuis des jours et des jours, alors que nous nous voyons régulièrement au travail, même si nous n'œuvrons pas dans les mêmes services, moi en chirurgie digestive adulte et elle en chirurgie pédiatrique. Le retour de Friedrich nous rappelle que l'heure du couvre-feu approche. « Zut, je vais devoir y aller, annonce Thérèse. »« Tu peux rester dîner avec nous, insistai-je. Après tout, tu es en uniforme et tu as le droit de dépasser l'heure pour raison de travail. »« Je te raccompagnerai en voiture si besoin, propose Friedrich, avant de m'enlacer et de me déposer un baiser sur le front. À cet instant, Hans débarque, les bras chargés de sacs de course. « Hans dîne avec nous ce soir, ajoute mon bel officier. Heureusement, il ne vient pas les mains vides. » Puis il prend soudain un air cérémonieux. « Thérèse, je te présente le caporal Hans Gruber, mon ordonnance. Hans, voici Thérèse, la meilleure amie d'Emma, infirmière comme elle. » Les 2 concernés se serrent la main. Hans reste subjugué par ma rousse amie, qui de son côté ne semble pas indifférente. Il est plus petit que Friedrich, de quelques centimètres, et plutôt séduisant avec ses cheveux bruns et ses yeux bleus. Mais ce qui frappe avant tout chez lui, c'est sa bonne humeur quasi permanente. Son français s'est beaucoup amélioré depuis qu'il habite avec Friedrich, sur le même palier que moi, puisque nous dînons souvent tous les 3, et que je ne parle toujours pas allemand, pas suffisamment pour mener une vraie conversation. Toutefois, il a gardé son accent germanique. Thérèse se montre très curieuse et, se mettant à notre diapason, elle le tutoie d'emblée. « De quelle région d'Allemagne viens-tu, Hans ?»« Je ne suis pas allemand. Quelle horreur !» déclare-t-il avec emphase. « Je suis autrichien. »« Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te froisser. » Il se met à rire, content de sa blague. « Ça ne me dit pas d'où, exactement ?» insiste mon ami. « Je viens de Sölden dans le Tyrol, une région de montagne plus haute,
que les petites montagnes de Friedrich, précise-t-il, moqueur. Oh, fait Thérèse, le Tyrol, ce n'est pas là où les gens chantent bizarrement et où les hommes portent des shorts en cuir avec des bretelles? Si, mais pour le costume, les Bafarois portent aussi des lederhose, et le chant, c'est le yodel, souvent accompagné d'un accordéon. Ni une ni deux, il en fait une démonstration qui nous laisse pantois. Thérèse ne veut pas être en reste et se met à chanter la chanson du curé, une chanson un brin paillarde du pays de Caux que Friedrich comprend en grande partie. Mais ce n'est pas le cas de Hans. La rousse doit lui expliquer de quoi il retourne. Elle propose ensuite de réciter Le Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine pour tester Friedrich. « Je la connais, dit-il avec assurance. »« Pas dans ma version, assure-t-elle en riant. »« Le Corbeau, puis le Renard. » Maître Corbeau, juqué sur une branque d'arbre, tenait dans son bec un fameux fromage. Rattiré par l'eau d'eux, Maître Renard a rappliqué en disant « Eh, boujou, monsieur du Corbeau !» Elle vient tout juste de commencer, et mon Friedrich roule des yeux comme des soucoupes, car la moitié des mots lui échappent. Je suis morte de rire. Hans rit tout autant, bien qu'il n'ait rien compris du tout, mais la tête de son supérieur suffit. « Vous avez de la montrée, comme vous êtes bio. Sans mentir, si vous poussez la canchon, à la mesure de ce que vous êtes affrêlé, vous êtes le roué des habitants de ces bois. Quand il entend chat, le corbeau boit du petit lait. Puis pour faire entendre sa belle voix, il ouvre tout grand le bec et le fromage y écape. Le renard qu'attendait que chat l'attrape. Il s'en cale les joues, puis il dit au corbeau « Asteux, mon beau monsieur, vous saurez que le ploteux, il vit au crochet du gobier qui l'écoute. V'là une leçon qui mérite ben un fromage. » Là-dessus, y a pas de doute. Honteux et vexé d'avoir été blousé, le corbeau a juré, mais c'est des ben trop tard, que j'dis qu'il y reprendra, ben il est pas en connaît. « Je vais ben que t'aider déquillé, mon amour, affirmai-je à Friedrich. « Quoi ? Je vois bien que tu es dérouté, répétai-je en bon français. Certaines expressions t'ont complètement échappé. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai repéré certains mots dont j'ai deviné le sens comme juquer ou les bouées. Mais certaines expressions, sans le contexte, sont difficiles à comprendre, comme avoir de la montrée. C'est avoir de la prestance, répond Thérèse, qui pleure encore tant elle a ri. Et être affrêlée, c'est être bien habillée. J'ai compris aussi qu'un gobier est quelqu'un de stupide, et être blousé, c'est se faire avoir. Eh bien, tu vois que tu comprends le cauchois, m'exclamai-je en lui déposant un baiser au coin des lèvres. Cette soirée passe très vite dans cette ambiance détendue, mais Thérèse doit rentrer. Je vais te raccompagner, prévient Friedrich. Hans saute aussitôt sur l'occasion en proposant de ramener mon ami, ce qui arrange bien mon amoureux, qui préfère rester avec moi. En outre, le jeune caporal semble ravi de cette mission qu'il s'est lui-même attribuée. Je fais un clin d'œil complice à Friedrich, qui a bien compris l'intention de son ordonnance. Emma, 6 mars 1944. Nous sommes déjà au début mars, et je suis enceinte d'un peu plus de 4 mois. Les nausées et les vomissements ont persisté jusqu'à la fin janvier. Moralité, moi qui n'étais pas bien grosse, j'ai maigri à vue d'œil. Donc ma grossesse ne se voit pas. Et sans les problèmes digestifs, je me sens mieux, moins fatiguée qu'en début de grossesse. Je dirais même que je suis en pleine forme, ce qui rassure Friedrich. Peut-être vais-je enfin pouvoir te voir avec un ventre rond, parce que, quand je te regarde, je n'ai pas l'impression de voir une femme enceinte. Ne t'inquiète pas, mon amour, ça va venir. Même si je ne grossis pas vite, le bébé va prendre sa place, car lui continue sa croissance. Et tu seras le premier averti quand je le sentirai bouger. Je m'abandonne à la douceur de ses caresses et à son étreinte. Sa main glisse lentement le long de ma cuisse. Ses lèvres douces parcourent mes seins. Je ferme les yeux, savourant la volupté de ces caresses qui me font gémir. Il ne faut pas longtemps pour que nos corps vibrent à l'unisson, abandonnés au plaisir, avant de rouler l'un sur l'autre, notre désir assouvi. Je me blottis contre lui, la tête sur son épaule. Friedrich replie son bras sur moi et me caresse les cheveux, puis se serre contre moi. Sa main libre effleure mes seins et mon ventre. « À quoi penses-tu » chuchotai-je.
Je songeais simplement que je suis heureux. Je suis avec la femme que j'aime, la plus belle de toutes. Et tu es encore plus belle enceinte. Ton corps est encore plus désirable si c'est possible. Il caresse mon ventre, tendrement. J'aimerais que ce soit une petite fille, me confie-t-il. Je préférerais un garçon qui te ressemble, qui aimera la littérature. Un petit garçon sensible et tendre. Je te promets d'être un bon père. Son visage entre mes mains, je dépose un baiser léger sur ses lèvres. Tu seras un merveilleux papa, affirmai-je. Je t'aime, de plus en plus chaque jour, mein Liebling. Et ton amour me rend plus forte. Je me colle à lui, parcourant son cou, ses épaules de mes lèvres. Je le sens frissonner de plaisir. Si jamais nous devions être séparés, je t'interdis de jouer au héros si tu dois te battre. Je ne veux pas que tu sois blessé, ou pire. Promets-moi de te constituer prisonnier dès que possible, si cela te permet de rester en vie. Je ne veux pas être séparé de toi. Le manque de toi serait insupportable. Pourtant cela va arriver, je le sais. Je le sens. Je suis désolée, chérie. Nous ne pourrons pas y échapper. Ou alors ce serait un miracle. Je suis obligée d'obéir aux ordres qu'on me donnera. Le contraire m'expose à une mort assurée. Mais ne plus pouvoir t'embrasser, te voir et t'entendre, sentir ta peau contre la mienne, te sentir frémir sous mes caresses, va être insupportable. Si je comprends bien, tu ne vas regretter que mon corps, me moquai-je. Ose dire que tu n'aimes pas faire l'amour avec moi et que mon corps ne va pas te manquer. Sans répondre, je me serre un peu plus contre lui. Friedrich, 7 mars 1944. Les services de police françaises comme allemandes sont sur les dents, partout. Suite à une dénonciation auprès de la Kreiskommandantur de Dieppe, les membres d'un réseau ont été arrêtés le 1er mars. Un jeune collabo français travaillant pour la Gestapo avait infiltré ce réseau. L'inspecteur Ali, un des chefs français de la brigade antiterroriste, vient d'entrer dans le bureau du Feldkommandant. Von Distewitz me fait demander. Son interprète habituel est absent. Ali est un grand pourvoyeur des prisons de Rouen, Évreux, Caen, Le Havre ou encore Ponto de Mer. Il est le cerveau des équipes qui démantèlent des groupes entiers de résistants, les uns après les autres. Sa venue n'augure rien de bon. Je pense à Emma et à son groupe. Je sais qu'elle a levé le pied, mais elle est toujours un membre de la résistance. Pour une fois, je suis aux premières loges. Le jeune collabo infiltré s'est présenté au magasin Micheline et a obtenu un rendez-vous avec le second du réseau, Claude Malraux. Le magasin est sous surveillance. Je traduis pour le colonel von Ditzewitz tous les détails. J'essaie de ne rien laisser paraître, mais j'ai des sueurs froides. Ce magasin, je le connais, et je sais qu'Emma s'y est déjà rendue, sans savoir qu'il servait de boîte à lettres. Elle n'a jamais révélé le nom. Arguant que si j'étais suspectée, je pourrais m'en sortir et passer pour un pigeon séduit par une belle Française, ce qui me permettrait d'échapper au pire. Ali ne néglige aucun détail. Un des terroristes a parlé. Sous la menace d'être torturé par le major Erhardt, qui adore arracher lui-même les ongles de ses interlocuteurs, il est devenu verdâtre. Ses mâchoires claquaient, le pauvre. Il s'est mis à table. Il aurait accusé père et mère d'avoir voulu assassiner Pétain. L'inspecteur rit de sa blague. Ce type me fait froid dans le dos. Ceci dit, il n'a pas torturé. Il s'est contenté de manier la menace. Il a accumulé les renseignements, les a comparés avec ses propres sources avant de débarquer à la Kommandantur avec le pauvre type à 17h30. Dès que je le peux, je me précipite rue Coimbert. Mais Emma n'est pas encore rentrée. Il n'est que 19h. Je tourne comme un lion en cage, jusqu'à ce qu'enfin j'entende ses pas dans l'escalier. Je me précipite sur le palier, et je dois avoir l'air décomposé, car elle me regarde avec inquiétude. « Vite, entrons chez toi, j'ai quelque chose d'important à te dire. » J'attends que nous soyons dans son appartement pour parler de ce qui me tracasse. Un collabo travaillant pour la Gestapo a infiltré un réseau. Je ne sais pas s'il s'agit du tien, mais il s'est rendu au magasin Micheline. Il a obtenu un rendez-vous avec un certain Claude Malraux.
Le magasin est sous surveillance, Emma. Au fur et à mesure que je débite mon discours, haletant, elle blêmit. Il s'agit bien de notre réseau, murmure-t-elle, la voix étranglée. Je dois prévenir les gérants du magasin. Ils habitent rive gauche. Tu n'iras nulle part, Emma. C'est trop dangereux. Le magasin est surveillé, mais sans doute aussi leur domicile. La razzia commence dès demain matin. Tu dois partir d'ici, mon amour. Je peux me réfugier chez mes parents? Surtout pas. C'est là qu'ils te chercheront en premier après cette adresse, si ton nom est donné par ne serait-ce qu'un seul membre du réseau. Mon cerveau mouline à toute vitesse. Je dois la mettre à l'abri. Elle est ce que j'ai de plus précieux. Je dois les sauver, elle et l'enfant qu'elle porte. Mon enfant. Je crois que j'ai une idée, Schatz. Mais elle ne va pas te plaire. Dis toujours. J'ai un ami dans la SS. Je sais que tu ne les aimes pas. Mais mon ami Reinhardt est médecin. La dernière fois que je l'ai vu à Paris, il m'a parlé d'une maternité réservée aux femmes enceintes de soldats allemands. Il connaît bien le médecin responsable de cet établissement qui accueille les femmes avant leur accouchement et jusqu'à 6 mois après avec leur bébé. Elle semble accuser le coup. C'est comme si je lui proposais de se réfugier en Allemagne même. Elle déglutit avant de parler. Apparemment, je n'ai pas vraiment le choix. Soit je suis arrêtée, peut-être torturée, emprisonnée, puis déportée ou fusillée, soit je me réfugie dans une maternité allemande. Pour notre bébé, je dois choisir la seconde option, car je doute qu'on me cherche dans un établissement comme celui-là. J'appelle Reinhardt dès demain matin pour en savoir plus et organiser ton départ. Demain, tu vas travailler comme si de rien n'était. S'il y a le moindre problème, je sais comment te prévenir. En cas de problème, j'irai dans le service obstétrique. Le docteur Lauré m'aidera. Il est le seul à savoir que je suis enceinte avec Thérèse. Il trouvera quelque chose. Comment peux-tu en être sûre? Elle semble hésiter un moment avant de se décider à parler. Je suis certaine de la loyauté de ce médecin, déclare-t-elle, pour la bonne et simple raison qu'il cache une mère juive depuis le début janvier dans son service, et il a aussi caché ses 2 filles avec la complicité des religieuses. D'accord, c'est courageux de sa part. Rassure-toi, je suis une tombe, et je t'ai prouvé ma bonne volonté avec un certain nombre d'Ausweis. Ce sont ces résistants-là que j'admire. Je vois bien qu'elle est inquiète pour les membres de son réseau. Aussi, je lui demande d'écrire un message codé que je remettrai à la seule que je peux peut-être encore croiser sans éveiller de soupçons, la fameuse Gigi, puisque généralement elle est chargée d'attirer les gradés dans ses filets. Friedrich, 8 mars 1944. Notre nuit a été loin d'être aussi agréable que nos nuits habituelles. Nous avons à peine dormi quelques heures et d'un sommeil agité. Emma a des cernes bleutées sous les yeux et je ne dois pas être mieux. Dès 7 heures du matin, je suis dans mon bureau. J'expédie rapidement les affaires courantes. Emma a déjà des faux papiers au nom de Marie Arnoux. Lorsqu'elle m'avait montré les 10 papiers avec cette identité, il y a bientôt 3 mois, j'avais éclaté de rire. Marie Arnoux, comme dans l'éducation sentimentale de Flaubert. Je prépare un Ausweis à ce nom. Nous n'en aurons peut-être pas besoin puisque je la conduirai moi-même dans la fameuse maternité. Un autre laissez-passer au nom d'Emma Condeville est déjà prêt. Je parviens à joindre Reinhardt au téléphone à l'hôpital de la Pitié, réquisitionné pour accueillir les malades allemands et occupé depuis 2 ans par la Schutzstaffel. « Salut, vieux frère !» s'exclame-t-il joyeusement. « Que me vaut l'honneur de cet appel si tôt dans la matinée ?»« J'aurais besoin d'un service, Reinhardt. Ma fiancée française est enceinte et je voudrais qu'elle soit prise en charge dans la maternité dont tu m'as parlé la dernière fois que nous nous sommes vus. » Je l'entends rire à l'autre bout du fil. « Ta fiancée française? Voyez-vous cela? Tu travailles pour notre Führer maintenant? Tu veux lui confier ta progéniture? »« C'est ça, » répliquai-je sèchement, sans en penser un traître mot. « J'espère que cette petite Française est de race aryenne. Sinon, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour toi. Les critères sont très stricts. » Aryenne pure souche, normande des 2 côtés depuis de nombreuses générations. Emma m'avait parlé de la fierté de son père pour la généalogie de la famille remontant à Guillaume le Conquérant. Blonde aux yeux bleus, 1,70 m et enceinte de plus de 4 mois. Et je suis certain que l'enfant est de moi car elle était vierge. Parfait, quoique la grossesse n'est pas très avancée. Certes,
Mais à tout moment, je peux être amenée à repartir au front et je voudrais qu'elle soit en sécurité. Écoute, Friedrich, je vais plaider ta cause auprès du SS-Oberstabach Fritz, le responsable du Lebensborn, et je te rappelle dès que possible. Je n'ai plus qu'à espérer une réponse positive. En attendant, je m'occupe de la traduction des rapports, dont celui des services de la brigade antiterroriste. Des noms de suspects sont mentionnés. Florentine et Jean Sueur du magasin Micheline, le propriétaire du garage Philippon, rue des Abattoirs, Raoul et Henri Boulanger, ainsi que leurs épouses et d'autres. Je sais qu'Emma voudrait que des membres du réseau soient avertis du danger imminent. Je dois absolument trouver la seule personne que je peux approcher sans danger pour Emma et pour moi. J'espère bien trouver la fameuse Gigi qui voulait bien se dévouer pour me soutirer des renseignements. Emma me l'a décrite, et je crois l'avoir vue plusieurs fois avec un officier de la Luftwaffe au café Victor. Je décide d'y aller faire un tour, dès que j'aurai eu l'appel de Reinhardt. Mon ami me rappelle vers 11h. Fritz est d'accord pour nous rencontrer, moi et Emma, le lundi 13 mars à 16h à la maternité de la Morlaix. Il ne me reste plus qu'à voir si je peux être libérée ce jour-là. Sinon, je m'arrangerai pour que Hans la conduise. Coup de chance, l'interprète habituel du Feldkommandant est revenu, et je peux bénéficier d'une permission de 3 jours. Je n'osais pas en demander tant, mais il est vrai que je n'ai pas eu de permission à Noël. Vers 18h, j'entre dans le café Victor, où je croise de nombreuses têtes connues. Je commande une bière pour passer le temps. Je ne peux faire plus qu'espérer que Gigi la Brune se pointe. Il est plus de 19h quand je l'aperçois entrer avec un autre officier que celui avec lequel je l'avais vu auparavant. Peu importe avec qui elle couche, tout ce que je veux, c'est l'approcher pour lui remettre le message codé qu'Emma m'a confié. Je connais personnellement l'officier qui l'accompagne. Aussi, je les approche tous les deux. « Hauptmann Weber, comment allez-vous ? Il y a bien longtemps que nous nous sommes croisés. Ceci dit, je ne viens plus très souvent ici. »« Von Richter, en effet. Il paraît que vous êtes devenu plutôt casanier. Il y a une femme là-dessous. Disons qu'il y a des activités plus agréables que de passer sa soirée à boire. »« Je vous comprends, me dit-il tout bas, et les Françaises sont particulièrement accueillantes. Mais je manque à tous mes devoirs. Oberleutnant, je vous présente mon ami Gila. »« Enchanté, Herr von Richter, me lance la Brune. Nous nous sommes déjà croisés, il me semble. Vous étiez avec une ravissante jeune femme blonde. »« En effet, je vois que vous êtes physionomiste. Puis-je vous offrir un verre à tous les deux, dis-je en regardant Weber. Le temps de trouver une table et de passer commande, et nous voilà à discuter de tout et de rien. Ce n'est qu'au moment de partir que j'ai l'occasion de lui glisser le message d'Emma, quand je lui serre la main pour prendre congé. Enchanté d'avoir pu converser avec vous. Je suis certain que Victoire aurait apprécié et partagé ce moment comme moi, mais elle travaille jusque tard le soir. Au plaisir, Hauptmann Weber. Elle a refermé la main sur le message, et l'allusion à Victoire Emma, qui m'a révélé son pseudo, lui a fait hausser le sourcil. Ma mission est accomplie. Le reste repose sur Gigi. Avant de sortir du café Victor, je croise Fischer, qui, contrairement à son habitude, n'est pas accompagné de Suzanne, l'amie d'Emma. « Von Richter, c'est rare de te voir ici le soir. Je préfère le calme de mon appartement et un bon livre. » Dis plutôt « avec la belle Emma. C'est sérieux entre vous ?» Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Emma est la femme de ma vie. Et j'ai bien l'intention de l'épouser après la guerre, si je m'en sors. Incapable de mentir, je ne cache pas ce que je ressens, sans pour autant dévoiler mon intention de convoler. Je profite de son joli corps au maximum, et qui plus est, elle est cultivée, donc sa conversation est aussi intéressante que son anatomie. Je préfère ce genre de relation que de fréquenter les bordels. Mais je dois dire aussi que je suis tombé fou amoureux d'elle. Elle est superbe, et elle a toutes les caractéristiques physiques et le pédigré d'une pure arienne. Et toi avec Suzanne? Ça fait un moment que ça dure, c'est du sérieux? Il rit, manifestement amusé par ma tirade avant de répondre. Tu plaisantes. Elle est charmante, plutôt bonne au lit, mais je ne ferai pas ma vie avec elle. J'ai une fiancée qui m'attend en Allemagne. Je veux des enfants 100% allemands. Le sang des Français, c'est bien trop abattardi.
Ce serait du gâchis de me mélanger avec elle. Je peine à masquer mon dégoût face à sa goujaterie. Suzanne assouvit seulement ses besoins sexuels. Il n'hésiterait certainement pas à la livrer à la Gestapo si elle était comme Emma, une résistante. Alors que moi j'ai peur de perdre ma petite Française. Je veux la protéger. J'ai un pincement au cœur en pensant qu'elle risque d'être arrêtée à tout moment, assassinée ou déportée. Être condamnée à mourir alors qu'elle n'a jamais commis d'acte violent, n'a même jamais provoqué la mort d'un Allemand. Le régime que je représente est vraiment extrême. Mais ça, je le savais déjà. En effet, répliqua-je à Fischer avant de prendre définitivement congé. Une fois dans la rue, j'attrape mon étui à cigarette, en glisse une entre mes lèvres. J'en ai besoin pour m'apaiser. Je dégaine mon zippo et je l'allume. Je n'en tire que 3 ou 4 bouffées avant de la jeter. Emma est déjà rentrée lorsque je rejoins l'immeuble de la rue Quangbert. Je la rassure quant à la remise du message à la brune Gigi. Je pense qu'elle a bien compris qu'il s'agissait d'une urgence. Quant au reste, le responsable du Lebensborn nous attend lundi, et j'ai obtenu une permission de 3 jours. Donc nous allons pouvoir partir samedi matin. Elle se jette dans mes bras, me faisant perdre l'équilibre l'espace d'une seconde. Je la serre contre moi à l'étouffer. Son visage est enfoui dans mon uniforme, ses bras autour de ma taille. Elle est secouée de sanglots. Je suis obligée de l'écarter de moi et de prendre son visage entre mes mains. Les larmes roulent sur ses joues. La voir ainsi me fend le cœur. Elle me murmure qu'elle a peur pour ses parents, qui ne sont même pas au courant de ses activités dans la résistance, pas plus que de sa grossesse d'ailleurs. Je ne suis même pas sûre de les revoir un jour, hoquette-t-elle entre 2 sanglots. Mon frère a rejoint De Gaulle depuis un moment, et là, c'est moi qui vais disparaître. Et si la Gestapo débarque chez eux et les arrête à cause de moi? C'est malheureusement une éventualité qu'on ne peut écarter. Mais si tes parents eux-mêmes n'ont aucun lien avec la résistance, ils n'ont pas grand-chose à craindre. Je ne sais plus quoi dire pour la consoler. Je ne vois que ses yeux bleus, son regard si enchanteur. Sa beauté m'enflamme. Sans que j'aie rien vu venir, elle plaque ses lèvres sur les miennes. Ses mains se sont glissées sur ma nuque, tandis que les miennes entourent sa taille. Notre baiser est le plus frénétique que j'ai jamais connu. C'est comme si toutes nos émotions y étaient contenues. Peur, bonheur, colère, amour. Mon instinct animal prend le dessus. J'ai envie d'elle. Mes mains se font de plus en plus audacieuses, l'une sur ses fesses, l'autre sur un sein. Dans mon caleçon, mon membre commence à être à l'étroit. Et Emma n'arrange pas ma situation en se pressant contre moi. Nous succombons tous les deux. Sur le chemin de la chambre, nos vêtements jonchent le sol sur notre parcours jusqu'au lit où je l'allonge. Nous nous enveloppons de baisers et caresses avant que je m'enfonce en elle. Des frissons me parcourent de la tête aux pieds, tant que j'en tremble. La satisfaction de nos ébats semble décuplée. Je ne la lâche pas avant que la délectation de nos sens soit à son maximum. Le nez dans son cou, ses jambes enroulées autour de mes hanches. Allongés sur le lit que nous partageons depuis plusieurs mois, nous récupérons progressivement une respiration normale. Étendue sur le dos, Emma ferme les yeux alors que couchée sur le côté, la tête sur mon bras replié, je contemple et caresse son visage. Soudain, elle sursaute et saisit la main qui effleure sa mâchoire pour la poser sur son ventre. « Tu sens ?» me demande-t-elle. Mon air doit être vraiment interrogateur, car elle explique aussitôt. « Le bébé, tu le sens ?» Jusque-là, je n'étais pas sûre. Je ressentais comme des battements d'ailes de papillons dans mon ventre, ou comme des bulles qui se déplacent et qui éclatent. J'ai d'abord cru à des gaz, mais ça se reproduit chaque jour depuis, et plusieurs fois par jour. Et surtout, ça le fait quand j'appuie légèrement sur mon ventre. Et maintenant, ça ressemble plus à un léger coup, comme si en bougeant, il percutait l'intérieur de mon ventre avec un coude, un genou ou un pied. Je me concentre pour percevoir quelque chose, sans savoir quoi exactement. Emma guide plus précisément ma main à l'endroit où elle perçoit les sensations qu'elle m'a décrites. Il me faut attendre 10 bonnes minutes avant de percevoir un micro-mouvement, mais qui suffit à m'émerveiller. Je viens de sentir mon bébé bouger. Une bouffée d'amour m'envahit pour ce petit être. Dans le même temps, je ressens de l'inquiétude. Nous allons être séparés, moi et Emma.
Mais pour combien de temps? Je réalise que je vivais jusque-là dans l'illusion que la guerre nous laisserait suffisamment de répit pour que je voie naître mon enfant. Mon cœur se serre, et j'essaie de ne rien montrer à ma compagne. Préoccupés l'un par l'autre et par notre bébé, nous n'avions même pas encore pensé à dîner. Friedrich, 10 mars 1944. Il ne nous reste plus qu'une journée avant le départ. Une journée que nous devons, une fois de plus, passer comme une journée ordinaire, chacun à notre poste. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, car dans la journée, Florentine et Jean Speur sont arrêtés et conduits au palais de justice de Rouen. J'en suis rapidement informé puisque Louis Ali vient faire son rapport en fin de journée et que je suis chargé de traduire le dit rapport et le dicter à ma secrétaire. Florentine reste emprisonnée dans les sous-sols. Jean est incarcéré à la prison Bonne Nouvelle de Rouen avec ses camarades de réseau déjà arrêtés. Pour l'instant, le nom d'Emma ne figure pas sur les listes de suspects à arrêter, mais ça ne saurait tarder. Ce n'est qu'une question d'heure, 2 jours au mieux, pour que son nom soit donné par des membres du réseau, au besoin sur la torture. Je crains particulièrement Heinrich Mayer, surnommé Henri, qui vient d'arriver à Rouen après avoir occupé le poste de camp. Il a une sacrée réputation, qu'il partageait avec son adjoint, le Hauptmann Harald Heinz, dit Bernard, qui parle couramment le français. Meyer a été remplacé à Caen par Herbert von Bertholdi, alias Albert. Mais ce dernier, un arien grand, svelte, blond aux yeux bleus comme il se doit, est aussi appelé le policier mondain. Mais c'est surtout une brute sanguinaire. La Gestapo de Rouen avait pourtant déjà ses tortionnaires patentés, tels Keil, le commandeur de la SIPO, Tornau, Karl, Hatch, Noring, Schaffer et j'en passe. Avant de rentrer, je dois déposer à la demande d'Emma une lettre pour Thérèse.